Et on y va. Là. C'est parti. C'est parti. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, comme nous le disions en off juste avant cet enregistrement, c'est le dernier webinaire du semestre, d'une part, le dernier d'une longue série, si on reste dans la série des webinaires, on continue à former, et puis qui arrive à point nommé au niveau du sujet, puisque on va s'intéresser aujourd'hui à comment ça s'est passé, cette période justement de continuité pédagogique, de confinement, en vous restituant les analyses que nous avons faites, avec Christophe, ses collègues de la région Normandie également, et moi-même sur les 12 enquêtes qui ont été réalisées ces dernières semaines, la première auprès des formateurs et la seconde sous forme de bouquin auprès d'une quinzaine de directeurs d'établissements, CFA et organismes de formation. Voilà, donc l'idée c'est de vous donner une vision d'ensemble parce que vous en avez forcément une. Moi je constate semaine après semaine, jour après jour que les établissements eux-mêmes lancent effectivement des enquêtes ou des sondages un petit peu auprès de leurs formateurs, certains auprès des apprenants. Ça sera très intéressant si jamais vous êtes dans ce cas-là, d'avoir effectivement des retours d'enquêtes que vous auriez pu mener auprès des apprenants parce que il y aura bien sûr d'autres enseignements à tirer de cela. Et puis, il y a des enquêtes au niveau national. Il y en a une qui se termine, qui a été lancée par EdTech France, donc vous connaissez maintenant, puisque le directeur général était présent au séminaire en décembre l'année dernière. Et, Stratis est membre également de EdTech France. Et donc, il y a 250 structures EdTech qui ont répondu à cette enquête. 250 structures EdTech, c'est à peu près la moitié, ou c'est 60% même de la population des EdTech en France. Donc, ce sera significatif. Et bien évidemment, toutes ces études seront intéressantes à croiser les unes avec les autres. Donc, on va commencer par les nôtres, celles que l'on a faites en Normandie avec vous, parce qu'on n'en doute pas, si vous êtes là, c'est que vous y avez répondu. Et je passe la parole à Christophe qui va nous parler déjà de premières enquêtes. Qui va nous situer peut-être le contexte aussi. Oui, rebonjour à toutes et à tous. Donc en effet, on a souhaité en fait avoir vos retours sur comment vous avez vécu ce soudain 100% à distance. Donc en fait, on l'a fait de deux manières, hein. Il y a une enquête en ligne à laquelle vous avez peut-être répondu sur Sphinx, et puis une série d'entretiens individuels qu'a mené Jean-Luc. Donc du coup, voilà, moi je vais vous faire la restitution plutôt de l'enquête en ligne, et puis Jean-Paul. Excusez-moi, Jean-Luc, Jean-Luc prendra la suite sur les entretiens plus qualitatifs, on va dire. Je ne sais pas ce qui me prend. Voilà. Donc, ce qu'on a souhaité savoir sur l'enquête en ligne, hein, c'est le rapport, voilà, cible. Alors, c'était vraiment ciblé formateur-formatrice. C'était vraiment ciblé pour les personnes qui avaient des apprenants, qui avaient eu des apprenants en ligne. C'était leur rapport aux outils numériques, leur rapport à la pédagogie à distance, et puis leur rapport aussi, savoir ce qu'ils avaient pensé de l'opération Continue à former. Et puis les entretiens téléphoniques sur une cible plutôt de responsables pédagogiques et de dirigeants de centres de formation, sur comment était globalement gérée dans le centre la période, et puis quels enseignements ils en ont tiré au niveau pédagogique, humain et organisationnel. Donc je démarre sur les résultats de l'enquête en ligne. Donc on est assez content parce qu'en fait on a eu en à peu près 3 semaines, hein, je crois qu'on l'a laissé, on a eu 327 questionnaires qui ont été remplis. Donc si je compte qu'on a à peu près 500 membres communauty, qu'il y a eu aussi 480 personnes qui se sont inscrites sur On Continue à former, bon, on se dit que c'est finalement un bon retour. C'est-à-dire que les gens avaient peut-être envie de parler aussi de leur vécu. Donc ça fait un bon échantillon. Et c'est un échantillon qui est assez représentatif des formateurs en Normandie, puisqu'on a quand même la grande majorité qui se situe dans des structures on va dire, de plus de 20 personnes, avec des gens qui interviennent plutôt niveau 3, les nouveaux niveau 3, niveau 4, on va dire jusqu'à bac, et puis beaucoup en enseignement professionnel et général, un petit peu moins sur les matières transversales. Voilà. Et puis, on a eu 16 entretiens menés auprès des dirigeants ou de responsables pédagogiques. Sur le rapport au numérique, en fait,
On avait posé la question de savoir quand vous êtes, quand on s'est tous retrouvés le 16 mars finalement à devoir gérer la distance, est-ce que vous étiez plutôt dans un centre de formation qui avait l'habitude de la distance ou pas, du technique numérique? Et finalement, on a eu quand même 70% des formateurs qui déclarent être dans des structures où la distance c'est soit une évidence ou soit bien avancée. Donc finalement, c'était loin d'être une découverte. Et on en a finalement, j'ai envie de dire que 9% qui disaient, alors nous, le numérique, c'était vraiment une grande inconnue. Voilà. Donc c'est peut-être représentatif aussi je dirais, de tout ce que l'on mène depuis 10, voire 20 ans, enfin on va dire surtout depuis 10 ans en Normandie. Et ça, ce serait intéressant de le comparer avec d'autres régions. Voilà, soit quand même 78% des formateurs qui disent on a eu un interlocuteur désigné référent numérique, hein, c'est-à-dire que tout de suite on a eu quelqu'un en interne qui a été désigné pour nous aider, et on note quand même, du coup évidemment 22% qui se sont débrouillés seuls et qui se sont quand même plutôt très très bien débrouillés seuls. J'ai juste cherché à savoir s'il y avait une corrélation en fait entre la taille de l'organisme de formation, entre le fait de dire je suis dans un organisme pour qui c'est une évidence le numérique, et puis le fait d'avoir ou pas un référent numérique, aucune corrélation. Voilà, donc on ne peut pas en tirer de conclusion à ce niveau-là. Ou en tout cas, l'échantillon n'est peut-être pas suffisamment représentatif. Le rapport aussi au matériel et outils. Alors, on avait en moyenne, finalement, chaque personne disait, moi j'ai eu en moyenne 3 outils pour travailler, hein, qui étaient généralement. Alors, c'était évidemment, il y avait un PC, ça c'était obligatoire. Il y avait soit derrière une smartphone ou tablette et puis une imprimante. Voilà, et on était assez surpris de voir qu'il y avait quand même autant de PC personnels que professionnels. On ne pensait pas finalement qu'il y avait autant de personnes, de formateurs à qui on avait donné en fait un ordinateur au niveau professionnel, mais je crois que Jean-Luc nous en parlera après, hein, de Alors, cela. Parfois, je peux compléter sur ce oui, oui, point-là. Il y a quelques établissements qui, certains dès le 13 mars, ont tout de suite fait l'inventaire des besoins. Alors, tant chez les apprenants que chez les formateurs, mais pour ce qui nous intéresse là pour les formateurs. Et quand il y avait un déficit, la structure s'est donné les moyens d'équiper c'est ça. ceux qui n'avaient pas l'équipement suffisant chez eux, quitte même à acheter des ordinateurs dans l'urgence pour équiper les formateurs. Ok, donc on a 70% de personnes qui nous disent on a été vraiment aguerris au numérique en début de confinement, c'est-à-dire que finalement, même si ça les a surpris, évidemment, le fait de se retrouver dans l'obligation, il n'y a pas eu de véritable fossé, il n'y a pas eu de véritable fossé. En tout cas, je parle pour les formateurs, hein, d'utiliser des outils numériques. Voilà. Bon, ce qui veut dire quand même qu'il y en a eu 30%. Je suppose que je vois des référents numériques ou des référentes numériques qui sont devant moi et qui doivent se dire, nous on a eu tous les 30% qui nous ont appelés finalement du matin au soir et du soir au matin. Imaginez s'il y en avait eu plus que de 30%. Voilà, c'est une question qui va se poser. C'est la loi de Pareto, hein, de toute façon. C'est les Ouais, 20% les plus difficiles qui ont occupé tout c'est votre ça. temps. Bon, chose après qui est assez classique, hein, finalement, on voit une hausse du niveau de maîtrise aussi pendant le confinement, c'est-à-dire on s'était posé on avait posé la question. Alors, comme vous le voyez, j'ai fait vraiment light, hein, au niveau de la restitution. On vous ferait une restitution un petit peu plus importante. Mais ce qu'on a cherché à savoir, c'est par rapport à ce que vous aviez au départ, est-ce que vous dites en tant que formateur, finalement, je maîtrise mieux le numérique à la fin qu'au début. Bon, ça semblait assez évident, mais en effet, et particulièrement sur 4 types d'outils que sont les quiz, les classes virtuelles et les outils d'enregistrement audio ou vidéo qui n'étaient pas forcément utilisés dès le départ, mais que tout le monde a appris à utiliser finalement pendant ces 2 voire 3 mois. Et la montée en compétences s'est faite, alors d'abord et vraiment de loin, de manière informelle, c'est-à-dire que chacun s'est débrouillé avec des tutos en ligne, avec de partage avec des collègues, et après, on a vu via les webinars et l'assistance du référent numérique désigné. Voilà, donc il y a eu énormément, beaucoup de gens nous ont dit, et même ces choses qu'on a vues, quand on n'a pas donné la parole aux formateurs, c'est des choses qui revenaient, hein, c'est-à-dire énormément finalement de travail entre collègues, entre pairs, hein, via des applications, des WhatsApp, des téléphones, tout ce qu'on veut.
Sur le rapport plutôt à la pédagogie à distance, donc 70% nous ont dit bah, nous on n'avait jamais animé de classe virtuelle avant le confinement. Voilà, ça veut dire que peut-être aussi les classes virtuelles sont encore vues, je dirais, comme des moments un peu privilégiés dans les formations à distance, qu'elles ne sont pas automatiques en tout cas dans les formations dites multimodales. On s'est dit il y a peut-être encore quelque chose à faire ou à travailler sur le tutorat, en tout cas sur l'ingénierie globale de la formation avec l'utilisation des classes virtuelles. Euh, il y avait une inquiétude hein, quand même parmi les gens qui disaient, moi j'étais aguerri au numérique. Être aguerri au numérique, c'est une chose. Après, avoir des apprenants à distance toute la journée avec des gens qui ne savent pas l'utiliser, c'en est une autre. Donc il y avait quand même une inquiétude qui était de 50, grosso modo, 50% des gens disaient, on était soit assez, voire très inquiets au départ en disant comment ça va se passer, comment on va se débrouiller, comment est-ce que les apprenants vont pouvoir se débrouiller, et puis qui a légèrement basculé, mais c'est quand même pas énorme, hein, qui a légèrement basculé dans le positif, c'est-à-dire qu'à la fin on a plutôt 60% de gens qui disent bon ben, finalement c'était mieux qu'au début et 40% qui restent en fait sur leur inquiétude. Hein. Donc on peut pas dire qu'on a basculé vraiment de dire ça y est, c'est génial, on a tout compris, on n'aura plus de problème, on n'aura plus de problème. Les outils les plus utiles. Oui, on verra juste. Non, non, excuse-moi, c'est parce que je n'avais pas rallumé mon micro, donc j'étais en décalage. On verra que la perception n'est pas tout à fait la même chez les directeurs. Ils sont plus enthousiastes. Normal. Les outils les plus utilisés sont ceux qui ont permis de garder le lien avec les apprenants. On retrouve des choses, les mails, Skype, WhatsApp, Messenger, le téléphone. Alors c'est des choses qu'on n'avait même pas prévues. Je crois qu'on n'avait pas prévu les cases téléphone, SMS parce que ça nous semblait tellement hors numérique. Et finalement, beaucoup dans les commentaires, les gens nous ont dit, mais nous on a utilisé le téléphone, on a utilisé les SMS et ça a très bien fonctionné. Et on pourrait rajouter, alors bien sûr, on n'est plus sur les outils numériques, mais on pourrait rajouter ce qui nous a été cité assez souvent, la poste. La poste, le courrier. Je peux donner l'anecdote, c'est pas une anecdote, c'est une situation où la poste ne marchait plus. Et qu'est-ce qu'on fait quand la poste ne marche plus? Eh bien, on fait du dépôt. Et on a des formateurs qui nous ont dit, on a fait du dépôt à la boulangerie du quartier, par exemple. On déposait des travaux et on allait récupérer les travaux une fois restitués. Hein, voilà. Donc, la créativité, hein, pour garder le lien avec les apprenants, il y a eu de la créativité. Et des bons vieux systèmes de débrouille. C'est important. Donc une fois que, on va dire, les outils les plus utilisés, c'était les outils de lien, et puis après sont venus les outils de travail, hein, comme les classes virtuelles et tous les outils de partage de documents. On avait posé une question aussi sur sur la difficulté éventuellement à travailler chez soi. Et pour 15% quand même des formateurs, hein, il y a eu des problèmes de bande passante qui les ont amenés à aménager leur temps de travail ou d'éviter carrément les vidéos ou on va dire tous les outils ou toutes les ressources qui sont trop mangeuses de bande passante. Voilà, ce qui n'est pas négligeable. En termes de contenu, de ressources pédagogiques contenu, donc 50% des formateurs sont allés chercher des contenus sur le web, 61% créent des quiz, hein, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure sur la montée en compétences aussi sur les quiz, et puis il y en a quand même 25%, ce qu'on trouve quand même pas mal, c'est qui ont dû trouver des contenus pour smartphone, parce que finalement beaucoup d'apprenants n'avaient que le smartphone, ou en tout cas se débrouiller avant tout bien sur le smartphone. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait fait, je me souviens qu'on avait fait un webinaire express là-dessus, hein, avec Isabelle Dremot, où on s'était posé la question, on s'était dit, mais tiens, pour ceux qui n'ont pas de PC, qu'est-ce qu'on fait? Alors les apprenants, qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Eh bien, c'est des réponses de Normand. On pouvait s'y attendre aussi. Hein. Le problème, c'est quand on met trois solutions, c'est toujours celle du milieu qui est la plus prisée. Voilà, ils étaient mitigés. On peut dire qu'il y a quand même un peu plus d'adeptes que de gens négatifs. Voilà, sur le fait de se former à distance. Ce qu'on a vu dans les commentaires quand même, c'est que le vrai problème pour les apprenants, de ce que disent les formateurs vis-à-vis des apprenants, c'est pas
tellement pour ceux qui ont des problèmes techniques, parce que ça, on arrive, Jean-Luc en parlait, on arrive toujours à trouver des solutions, même si ça prend du temps, ça a été très mangeur de temps, etc., de faire du one-to-one, d'utiliser WhatsApp si la personne a WhatsApp, ou d'envoyer du contenu, des SMS, etc. Mais le vrai problème concerne ceux qui ont des difficultés d'apprentissage, hein, plus que ceux qui ont des problèmes d'outils de connexion ou de connexion. C'est vraiment ceux qui ont des problèmes de méthodologie d'apprentissage. Là, la distance, apparemment, ça ne fonctionne pas du tout. En tout cas, c'est ce qui est dit, ou en tout cas, Et c'est très difficile. on a eu effectivement autant dans les organismes de formation pour des publics en remise à niveau, des publics en situation d'illettrisme, que ce sont des réponses que l'on a eues également dans certains CFA, où ceux qui ont été, entre guillemets, perdus de vue sont ceux qui étaient un peu perdus, pas de vue parce qu'ils étaient présents avant, mais qui étaient déjà en grande difficulté dans leur parcours de formation. Alors, quelquefois pour des questions de motivation ou des questions diverses. Donc, le confinement et l'éloignement n'a fait que provoquer la rupture de façon plus franche. Donc, c'est déjà des personnes qui étaient un peu en train de perdre, d'une autre façon. Alors, sur Opération Continue à former, donc on a eu, je disais tout à l'heure 480, c'est pas 480, c'est 500 membres inscrits. On a réalisé 27 webinars qui ont été suivis en direct à peu près par 800 personnes. Il y a eu 3000 podcasts en plus, une centaine d'outils, de tutos, de ressources qui ont été proposés, et il y a eu 50 tests des outils ressources spécifiques Covid-19 par les organismes de formation. C'est-à-dire que on avait, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait répertorié un certain nombre d'offres un peu spécifiques, notamment par des Normands, mais pas que. Et là, on peut trouver à peu près 50 retours qui nous disent oui, on a vraiment utilisé ces ressources, on est allé podcaster des choses, on a testé pour certains des plateformes de téléformation, on a intégré des contenus qui étaient proposés, etc., etc. Donc, ce qui est pas mal finalement sur les 500 membres. D'autant plus que vous allez voir, tout le monde n'a pas répondu, puisque là, c'est juste après, tous les répondants n'avaient pas vu qu'il y avait l'opération Continue à former. Alors ça nous a un petit peu surpris, mais finalement, seuls 40% des répondants avaient entendu parler de l'opération. Il faut savoir que le mail qui est parti, enfin l'information concernant cette petite étude est partie via Communautique, aussi aux membres où on continue à former, mais aussi via mes collègues de la direction de la formation et de la direction de l'apprentissage. Et du coup, il y a plein de gens qui ont dit, mais nous on a répondu, mais on n'avait jamais entendu parler de l'opération Continue à former. Alors, non pas que ce soit pas arrivé dans leur mail, mais ça a été noyé finalement dans beaucoup de mails à mon avis. Oui, parce que même sur des mails internes, parce que là c'est très en décalage avec les réponses des cadrements, hein, qui disent eux étaient au courant, aucun n'a répondu. Alors c'était peut-être une réponse polie que de me dire oui, on savait que ça existait, on ne sait pas, puisque je les avais en direct. Mais bon, on peut sans problème les croire malgré tout, et y compris quand ils me disent on a retransmis. Par contre, voilà, ils sont bien évidemment dans la capacité de dire est-ce que la transmission a fonctionné, est-ce que effectivement les formateurs les ont bien reçus, est-ce qu'ils ont lu, est-ce qu'ils ont bien compris ce que c'était, et est-ce qu'ils les ont utilisés, bien sûr, ce sont des étapes supplémentaires à chaque fois. Donc ça a été transmis, mais comme tu dis Christophe, ça a très certainement été noyé parmi d'autres choses, y compris des mails internes, puisque je pense que les formateurs, je ne sais plus si la question a été posée, mais les directeurs le disent assez facilement, je pense que les référents ont fait le même constat, c'est qu'ils ont été bien évidemment noyés sur un nombre de mails beaucoup plus important que d'habitude. Et voilà, c'est ce que je mets en bas. Hein. Cependant, les OF ont avoué avoir été submergés par la diversité des offres d'accompagnement. Il a fallu remplir le vide et avoir du mal en fait à faire le tri. Donc il y a peut-être aussi des personnes qui se sont dit, nous on avait déjà ce qu'il fallait et on va pas sur cette opération. On en avait vaguement entendu parler, mais pas plus que ça. Donc voilà, elle a été. Alors je disais quand même 40% de ceux qui sont allés sur l'opération Continue à former ont donc testé les propositions spécifiques. Ça correspond finalement aux 50 tests dont je parlais plus haut. Et puis, alors l'opération a été appréciée pour sa rapidité de mise en place. Hein. Ça, des gens nous l'ont beaucoup dit en disant ouf, on se sentait un petit peu seul et finalement, tout d'un coup, on se sentait pris en compte par le fait de se sentir pris en compte.
pour les contenus des webinars, pour le partage des retours d'expérience, même si finalement, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait peu de personnes souvent sur les retours d'expérience, mais ce sont des vidéos qui ont été beaucoup podcastées. Pardon. Et pour la découverte d'outils et de nouveaux modes de travail. Alors, ce qu'on en tire comme grande conclusion finalement de notre côté, ce que cette période a révélé encore une fois par rapport à l'étude quantitative, c'est la possibilité pour les organismes de formation d'enrichir leurs activités pédagogiques. C'est-à-dire que tout d'un coup, le fait d'avoir été mis face à, voilà, les formateurs, formatrices ont dit ah bah oui c'est possible, ça existe, voilà. On n'y allait pas, on pensait que, on n'osait pas, et puis là, comme on n'avait pas le choix, finalement, on s'est rendu compte que c'est enrichissant. Enfin, en tout cas, on a la possibilité de diversifier les activités pédagogiques, notamment les collaborations à distance entre pairs, etc. Ce que ça a révélé aussi, c'est le besoin de faire de la vraie réingénierie pédagogique pour aboutir à de la vraie multimodalité. Parce que ce qu'on a vécu, c'est pas de la multimodalité, c'est du 100% distance, boum, du jour au lendemain, donc il a fallu se débrouiller. Mais ça veut bien dire se dire, tiens, peut-être que le monde d'après sera pas, on espère que ce ne sera pas le monde du confinement, mais ce ne sera peut-être pas tout à fait le monde d'avant aussi. C'est-à-dire que ça va peut-être amener les organismes de formation à repenser les choses avec un peu plus de distance. Enfin, je pense que Jean-Luc nous en parlera après. Alors, chose très importante, le besoin de monter en compétences sur le numérique, les équipes internes, ça c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Voilà, il faut, parce que même si 70% se sentaient aguerris, finalement se sentaient aguerris sur certaines pratiques, et puis comme beaucoup nous l'ont dit, on est aguerris sur certaines pratiques, mais pas toutes. La collaboration à distance, ça se fait pas facilement. Même si on sait utiliser une classe virtuelle, entre savoir utiliser techniquement une classe virtuelle, mais animer une classe virtuelle en se disant j'arrive à voir tout le monde, j'intéresse tout le monde, je fais des pauses, je fais des quiz, je fais des caouts, etc. C'est deux choses différentes. Donc il y a vraiment besoin là aussi de monter en compétences. Et puis chose très 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 importante qu'on a souvent entendu, c'est le besoin de mettre à niveau l'ensemble des apprenants sur le numérique préalablement aujourd'hui à la formation, en disant mais on ne peut plus imaginer aujourd'hui de recevoir des apprenants sans s'assurer qu'ils ont un minimum de connaissances dont ils auront peut-être besoin à un moment donné dans la formation sur le numérique. Et puis le besoin de prévoir le matériel pour les apprenants et des solutions pour les apprenants qui sont en zone blanche. Alors je ne suis pas en train de vous dire que j'ai des solutions. Normalement en 2025 il n'y aura plus de zone blanche, tout le monde aura la fibre. J'ai redemandé à mon collègue qui s'occupe du très haut débit, mais voilà. Pardon? J'entendais. Voilà, mais sachez que besoin de prévoir, alors je ne sais pas, je ne sais pas comment ça se fera, etc. Mais sachez qu'il y a déjà, j'en reparlerai peut-être un peu plus tout à l'heure, mais on a déjà assez vite en fait réactivé certains espaces publics numériques en disant dès le déconfinement, il faut que les gens puissent partir assez rapidement sur de la formation. Voilà, sans aller forcément au centre de ressources. Voilà les grandes lignes en fait de ce que ça a révélé. Est-ce que Jean-Luc, je te passe la parole ou est-ce que vous voulez réagir peut-être déjà Il y a peut-être des questions déjà. Est-ce que ça, par rapport à voilà. votre vécu, à ce que vos collègues aussi ont pu vous dire, est-ce que ça va dans le même sens? Vous auriez éventuellement des éléments à apporter? Alors, comme on est peu aujourd'hui, n'hésitez pas à prendre la parole en réactivant votre micro, voire votre webcam. C'est pas comme quand on est 30, 50 ou 100. C'est toujours un peu plus embêtant, mais et sinon je repasse la parole à Jean-Luc. Oui, j'avais simplement, Stéphane Laforge de l'AFPA, une petite remarque. Bonjour, quand je vois le PowerPoint, et ça rejoint un petit peu ce qui me semblait, c'est-à-dire que les LMS n'ont pas eu une position si centrale en fait dans les interactions entre les formateurs et les apprenants pendant la période de confinement. Alors en même temps, c'est un peu étonnant. Est-ce que vous avez une interprétation ou regardez ça ou vu la même chose en fait? Alors, il y a des interprétations diverses et je prends à témoin quelques personnes qui sont là, qui nous en ont parlé également. Alors, je vais cibler une personne en particulier, Sandra Filoche, en l'occurrence. Sandra, puisque
Alors, j'essaie de restituer et tu me diras si j'ai juste ou faux, hein. Il y a au sein des MFR, en l'occurrence, effectivement un dispositif, une plateforme qui a un joli nom qui s'appelle Walter, mais dans certains quand il y a les formateurs qui étaient déjà dessus, et donc ça, ce que je prends comme exemple, on le retrouve ailleurs, hein. Il y a les formateurs qui avaient déjà, on va dire, pris en main ces plateformes, et ceux pour lesquels il aurait fallu déjà prévoir la prise en main. Et beaucoup ont jugé, quand je dis beaucoup, c'est les formateurs eux-mêmes et leur encadrement, hein, et les référents numériques, dans un certain nombre de cas, ont jugé que, compte tenu de l'urgence, il était plus facile de les amener vers d'autres outils de type un drive pour partager des documents, que de les faire monter en compétences pour être en capacité, sans dire aller construire des parcours, aller ne serait-ce qu'organiser des espaces ressources sur un LMS. Ça peut sembler plus complexe, ça aurait pu, même si ça ne l'est pas forcément plus complexe, moi, ça c'est mon interprétation, ça aurait pu faire être un écueil supplémentaire pour certains. Sandra, est-ce que tu partages mon bonne restitution? Oui, tout à fait. Non, c'est ça, ça aurait pu faire peur, même si effectivement ça n'aurait pas été infaisable. Mais voilà, je pense que oui, je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Il y a aussi, moi je l'ai vu dans un autre établissement au moins, qui disposait de LMS. Alors ça ne veut pas dire que le LMS est complètement été mis de côté, hein. Ceux qui en avaient déjà une pratique, ils ont continué bien évidemment de capitaliser là-dessus. Mais après, s'est posé aussi la question de la facilité d'utilisation pour les apprenants. De dire, si les apprenants n'ont pas été non plus accompagnés à l'usage du LMS, même si le formateur est en capacité de le faire, il se pose la question sur la facilité d'accès et de prise en main côté apprenant. Donc, très rapidement, on a vu effectivement une mixité en fait, hein, entre l'usage du LMS et l'usage d'outils complémentaires. Donc, ce sont pas du tout des exceptions, hein. Il y a beaucoup d'établissements qui ont fonctionné comme ça. Et un fait aussi, hein, qui n'explique rien, mais c'est Ingenium e-learning avait proposé de mettre gratuitement de mettre en place un espace sur leur LMS Moodle pour 10 organismes de formation normands, en disant si vous avez envie de tester, si vous avez envie que je mette un parcours de formation, on vous aide, on fait tout ça gratuitement, etc. Et on le fait pour 10 organismes de formation. Il y en a 2 qui ont pris la balle au vol, si je puis dire. Voilà. Donc est-ce que c'est parce que ça semble quand même compliqué, parce que ça prend du temps, etc., etc. Oui, on est plus sur un projet, on va dire moyen terme, hein, c'est ça. de choisir, là le choix a été fait, mais après de construire des choses dessus. Donc je crois savoir que même ceux qui ont testé, même les 2 établissements, étaient plus pour expérimenter d'ailleurs. Et je crois qu'ils ne l'ont même pas expérimenté avec des apprenants. Ouais. Ils l'ont testé entre eux, en fait. Ça rejoint, si certains d'entre vous ont suivi le webinaire que nous avions consacré au retour d'expérience sur les éditeurs qui ont mis à disposition des contenus. Ils nous disaient que la majeure partie des demandes qu'ils ont eues concernaient en fait des formateurs qui en ont profité pour tester la solution dans une perspective de la déployer plus tard, mais pas pour du besoin immédiat. Ça répondait pas aux problèmes d'immédiateté. C'est surtout ça. Moi, si je peux juste rajouter, en fait, moi, ce que je me suis aperçu de la mise en place du LMS, alors, effectivement, on a cette vision de quelque chose de beaucoup plus compliqué parce que peut-être plus abouti. Et en fait, moi, je me suis rendu compte, on va dire à 90%, parce qu'il y a toujours une part des formateurs où effectivement, voilà, je dirais, le numérique, c'est compliqué, mais la grande majeure partie, c'est surtout qu'ils sous-estiment en fait leurs compétences ou leurs capacités. Et en fait, ils se sont complètement sous-estimés en se disant, mais ça, on ne sera pas capable. Alors qu'en fait, en les amenant sur des outils peut-être plus simples au début, ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était pas compliqué, qu'ils étaient complètement capables de le faire. Et ça a peut-être démocratisé aussi un petit peu les choses. Et moi, je trouve que, voilà, chez nous, en tout cas, ça a mis un petit peu le pied à l'étrier. Et maintenant, ils ont envie, quoi. Ils se sont rendus compte que tout compte fait, c'était faisable et qu'ils étaient capables. Il y a peut-être une peur moins grande, j'allais dire, voilà. S'il y avait quelque chose de plus complexe à mettre en place. Voilà, Christophe,
on avait une question, je crois, là-dessus, dans notre questionnaire, sur justement leur perception de leurs compétences avant et les compétences après. Oui, alors en fait, ils ont une perception qui a monté, hein, comme je disais. En fait, ils disaient, grosso modo, je me souviens, on avait une perception, on disait de 1 à 4 sur différents outils. Avant, il y avait sur les 8 outils, il y en avait 4 où ils étaient à 3. Voilà, donc c'était plutôt, je connais bien, je maîtrise sans être capable de l'expliquer aux autres. Voilà. Et puis les autres outils où ils étaient à 1 ou 2. Et puis finalement, à la fin, ils étaient au niveau 3 sur tous les outils. Voilà. Donc ils ont monté en compétence sur les outils, mais on n'avait pas parlé de LMS, on avait parlé de quiz, d'outils de création de quiz, on avait parlé d'enregistrement vidéo, et de maîtrise des classes virtuelles. En fait, c'est les 4 outils en fait sur lesquels ils sont montés en compétence. Peut-être Christine, j'en profite, je vois un commentaire de Christine Hubert. Si tu veux prendre la parole, n'hésite pas. Hein, comme on disait aujourd'hui, c'est. Oui, vous m'entendez? Oui, c'est relâche. Entendu. Oui, bonjour, oui, tout à fait. Quelque part, alors j'ai été désignée référente numérique pendant cette période, puisque je forme aussi depuis plusieurs années à notre LMS interne. Je suis du pôle formation UMM, c'est pas de l'industrie. Et alors, j'étais très réjouie au début du confinement, et puis au fil du temps, quand j'ai vu Teams apparaître comme un grand concurrent, Teams et Skype, avec NetIpareo également, une plateforme d'emploi du temps et de stockage aussi de fichiers. Voilà, c'était un désespoir quelque part pour moi de voir qu'il y avait de moins en moins d'adeptes. Mais du coup, en suivant, effectivement, je confirme aussi vos webinars, j'étais rassurée quelque part de voir que souvent c'était le cas. Du coup, on peut en tirer beaucoup de leçons. On va du coup réorganiser notre rentrée prochaine avec, pour le mois de septembre, vraiment s'assurer que les outils numériques, que ce soit Office 365 et bien sûr notre LMS, etc., soient maîtrisés par les apprenants parce que c'est vraiment déterminant. Et puis on ne sait jamais, si reconfinement, voilà quoi. Donc effectivement, c'était la grande découverte, je vais dire. Autant tous les formateurs, donc on les a formés, reformés dès le lundi, très confinement. Et donc là, tout le monde était enjoué, partant, et puis au fil du temps, voilà. En fait, c'est l'usage des apprenants qui a été déterminant, donc qui a orienté finalement nos usages. Ça, c'est ce qu'on entend partout. Hein. C'est ce qu'on entend partout. C'est-à-dire qu'il a fallu, pour garder le lien, encore une fois, pour ne pas les perdre, finalement, les formateurs se sont beaucoup mis finalement aux outils des apprenants. Si j'entends un téléphone qui sonne, si la personne concernée peut fermer son micro. Jean-Luc, je te passe la main. J'arrête le partage. Tu reprends la main pour la suite. Hop. Oui, alors, sauf que ça fonctionne pas. Non, sauf que j'étais très passif et j'avais pas ouvert mon PowerPoint encore. Ah ben voilà. Donc vraiment relâche aujourd'hui. C'est n'importe quoi aujourd'hui. Ça fait beaucoup rire Corinne. Bah oui, moi j'étais spectateur, il passait les diapos, ça allait bien. Tout m'amuse, moi. Alors, bien, je me recale. Tout à fait. Voilà. Et donc, j'arrive tout de suite. Voilà. Je vais bien se partager. Alors, est-ce que vous avez... Ça arrive, ça va arriver. Voilà. Bon, c'est parfait dans ce cas. Alors, on va voir effectivement, un peu comme ce que vous entendez tout à l'heure, qu'il y avait des choses assez proches entre ce qui a été dit lors des différentes l'enquête formateur. Alors, première question, c'était de savoir en combien de temps les établissements ont réussi à mettre en place la continuité pédagogique. Je dirais bravo, parce que dès la première semaine,
une grosse partie, plus de la moitié en moins d'une semaine, 90% dès la première semaine, et puis il y a peut-être un établissement qui a commencé la première semaine et qui est vraiment considéré être opérationnel à partir de la seconde. Donc comment ça s'est fait, on retrouve la place des référents et l'importance des référents, dans certains cas même une cellule ad hoc quand on avait des établissements, on va dire de taille plus importante. Et puis il faut on commence à bien voir la différence entre, s'il n'y a pas d'avis là-dessus, mais les petites structures et les plus grosses structures, et notamment celles qui sont rattachées à des réseaux ou à des branches professionnelles, telles que MFR, Greta, IBM, où là, effectivement, ils ont eu non seulement la chance d'avoir le support, quelquefois un support local de proximité, un support régional dans les organisations régionales, et en plus, un support national avec soit des ressources, soit des plateformes, soit des outils qui leur étaient apportés. Donc, comme je disais tout à l'heure, on continue à former, c'était connu de la part des interlocuteurs que j'ai eus, ça a été diffusé. Autant les formateurs, Christophe se disait tout à l'heure, ont été reconnaissants de cette mise à disposition d'outils, de ressources et d'animation. Un certain nombre, effectivement, de directeurs se sont aussi sentis soutenus en disant la région est présente dans cette période difficile, elle est là en nous apportant quelque chose. On en fait ou on n'en fait pas usage, mais on sait qu'il y a effectivement une volonté de soutenir. Donc là, globalement, une utilisation très diverse qu'il est difficile effectivement de véritablement, on va dire, quantifier, mais on va dire qu'on continue à former a été estimé comme une réponse pertinente pour les mêmes raisons que pour les formateurs, notamment sur la rapidité avec laquelle ça a été mis en œuvre. Donc, c'est évident que la continuité a été plus facile pour ceux qui avaient déjà entamé leur transformation numérique, alors soit parce qu'ils avaient déjà des outils, soit parce qu'ils avaient une culture qui était déjà présente. Et puis, cet accompagnement des formateurs a pris des formes très diverses, qui vont de temps collectif organisé par l'équipe, avec des retours d'expérience, des initiations à des outils, des échanges de bonnes pratiques, aider à s'organiser aussi, puisque on sait bien qu'à côté de la continuité pédagogique, c'est toute la difficulté de s'adapter au télétravail, de s'organiser dans un monde nouveau avec l'environnement, la famille, les enfants, toutes sortes de choses supplémentaires à gérer. Et donc, il y a eu des appuis aussi sur ce plan-là. Et puis, donc, à travers aussi des groupes de discussion, des guides pédagogiques, beaucoup de guides qui ont été créés. Et là, les référents sont bien évidemment, ont été vraiment des chevilles ouvrières essentielles dans ces moments-là pour créer des guides, organiser des sessions de formation et faire, je crois que beaucoup, ils ne nous démentiront pas en disant qu'ils ont fait beaucoup de coaching aussi, du coaching individuel auprès de leurs collègues formateurs qui, perdus avec les partages de Google Drive ou avec les questionnaires ou autre chose, appelaient un petit peu au secours, et donc vous avez su leur apporter des réponses. Pardon, je vais aller un petit peu vite. Alors, du côté des apprenants, qu'est-ce qui a été proposé? Là, on va dire il y a la grande variété, donc on ne va pas en faire l'inventaire. La grande tendance de fond, bien évidemment, c'est ce qu'on retrouve partout ailleurs, c'est la classe virtuelle, plus des ressources, plus des travaux à réaliser. Alors, bien sûr, dans des formats qui peuvent être assez différents, des supports d'apprentissage. Là aussi, on couvre toute la palette, ça va du support papier, comme je disais tout à l'heure, pour ceux à qui on ne pouvait pas diffuser via les outils numériques, jusqu'à la conception de vidéos, des formateurs qui ont spécifiquement fait des vidéos pour les diffuser, ou qui ont utilisé effectivement des ressources vidéo ou des ressources plus multimédia qui existaient déjà, soit fléchées par leurs référents, par leur branche professionnelle ou par des collègues, puisque Christophe l'évoquait tout à l'heure, l'entraide entre collègues a énormément fonctionné. Il y a eu beaucoup d'échanges entre les collègues. Donc, ce qui est à noter, c'est que ce qui a été proposé a été très variable en fait en fonction des niveaux de formation.
J'ai même entendu, pour les CAP, ça a été pendant les 4 premières semaines, et puis après, on les a perdus, quoi. On n'arrivait plus à leur proposer, on n'arrivait plus à les engager dans le dispositif. Alors que sur les post-bac, ça a été plus facile, voire même sur certaines formations où on a pu entendre, il n'y a pas eu de rupture, ils ont continué, on a pu continuer à dérouler tout le cycle de formation comme il était prévu. Les outils, c'est ce qui était évoqué tout à l'heure. Voilà, on va du LMS ou SMS, hein, donc tous les outils existants ou connus pratiquement ont pu être expérimentés. Le plus souvent choisi par les formateurs, et c'est ce qu'on évoquait à travers la remarque que faisait M. Laforge tout à l'heure, Stéphane Laforge, c'est de dire ce sont souvent les appétences des formateurs qui l'ont fait, ou le sentiment de maîtrise de tel outil qui fait qu'ils ont utilisé tel outil, et dans d'autres cas, on s'est calé sur les apprenants. Ça, c'est très vrai aussi. Beaucoup d'établissements, en fait, se sont intéressés à quels étaient les outils dont disposaient les apprenants, dont ils étaient en capacité de se servir par rapport aux objectifs d'apprentissage, et en fonction de ça, eh bien, on a fait. D'où l'utilisation de WhatsApp, d'où l'utilisation du SMS, parce que quand on n'a pas la 4G, effectivement, on fait une photo, par exemple, d'une consigne ou d'une fiche pratique, et puis on l'envoie en pièce jointe dans le SMS. Beaucoup d'accompagnement également, les contacts ont été maintenus, donc là il y a vraiment ça a été vraiment un point important qui est revenu, de dire le souci a été de garder le contact, et si on en a perdu, comme je disais, environ 10%, hein, ce qui est une moyenne, il n'y a que le CFA du sport qui nous dit on n'en a perdu aucun, super. Alors sur des populations moins importantes, même s'il y a quelques centaines, mais ce que moi je voulais souligner, c'est que beaucoup sont passés sur de l'accompagnement individualisé, parce que face effectivement au déficit de compétences numériques des apprenants, il était quelquefois difficile, compte tenu de la variété de leurs équipements ou de leur situation personnelle, de faire du collectif. Et donc là, ça a été, pour s'assurer que le contact soit maintenu, on va les accompagner individuellement, par exemple par téléphone, pour les aider à créer leur adresse Gmail, ou à créer leur compte WhatsApp, ou à créer de ces comptes. Je voudrais faire une parenthèse par rapport à ça, sur quelque chose que je lisais pas plus tard que ce matin, où en fait on s'aperçoit que la distance, le fait d'avoir tout le monde à distance, a créé de la relation individuelle beaucoup plus importante. Quand on est en face à face, on s'adresse à un groupe, et on sait bien que si plus le groupe est important, moins on a la possibilité effectivement de faire de l'individualisation au sein de la classe. Et là, l'individualisation, elle a été poussée non pas à son paroxysme, mais elle a été poussée fortement, et les relations et l'accompagnement individuel est jugé beaucoup plus important finalement que l'accompagnement collectif. Et donc on a une espèce de contre-vérité par rapport au fait de dire quand ils sont à distance, ils sont perdus, ils sont tout seuls. Non, ils ne sont pas tout seuls, parce qu'on a des formateurs qui ont vraiment déployé de l'énergie en face pour effectivement rester dans ce contact individuel. Alors, donc, l'évolution de la place du numérique chez les formateurs, ça va. Alors là, c'est la même question qui était posée aux formateurs eux-mêmes, mais donc c'est vu par les directions. Plus de fausses excuses. Voilà, on ne peut pas dire ça marche pas, c'est nul, c'est pas fait pour mon métier. Non, de toute façon, tous ils sont allés, donc il n'y a plus de fausses excuses pour dire c'est pas pour moi. Il y a un socle commun d'expérience et de pratique numérique. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les formateurs, après cette expérience, perçoivent mieux leur place dans le dispositif de formation multimodale. C'est plus, ou presque plus, l'ordinateur va me remplacer. C'est en fait l'ordinateur, il fait ça, et moi, qu'est-ce que je fais là-dedans? L'ingénierie, l'accompagnement, tout ça, ce sont effectivement des tâches qui ne peuvent être exécutées que par le formateur. Ils sont plus curieux, plus ouverts à de nouvelles pratiques, c'est super. On a des créatifs, ils l'ont montré dans la plupart des cas, cette créativité. Donc une bonne prise de conscience de ce qui peut être fait à distance ou pas, et donc un engagement dans une réflexion sur les modalités de formation. Donc du coup, de cette expérience, d'eux-mêmes, les formateurs commencent à se dire comment est-ce qu'on va faire évoluer nos formations en voulant faire de la distance. Très clairement, ils veulent inscrire désormais la distance
voire de façon importante dans leur propre formation. Alors, ce qu'ils ont constaté, malgré tout, c'est une surcharge de travail, notamment, alors liée peut-être au point que j'évoquais précédemment, aux relations individuelles. Bien sûr, plus on additionne les relations personnelles, individuelles, plus ça prend de temps par rapport à s'adresser au groupe. Et puis, dans la conception individuelle aussi des ressources numériques, puisque là, c'était plus difficile de faire de la production collective. Donc, bien sûr, quand chacun se met à concevoir ses propres ressources numériques, ça prend du temps et c'est une charge supplémentaire. Évolution de la place du numérique pour la structure, une maturité numérique. Alors c'est là que effectivement les directeurs sont plus enthousiastes et plus positifs que les formateurs eux-mêmes, comprennent des chiffres puisqu'on leur demandait de se positionner sur une échelle de 1 à 10. La progression était de l'ordre de 50% minimum, voire plus de 100% pour certains. Chez certains, on est passé de 2 à 8, par exemple. Donc ça rejoint un sentiment global de mobilisation générale, l'envie de la part des équipes d'aller plus loin, d'aller plus vite, d'avoir une stratégie digitale. C'est-à-dire, là aussi, bien évidemment, c'est en posant la question, la candidat, c'était la semaine dernière, on l'aurait posé il y a 1 mois et demi, on n'aurait certainement pas eu les mêmes réponses, mais là, une prise de recul, de dire, bon, on a bricolé, on a fait des choses, mais maintenant, il faut qu'on restructure tout ça et qu'on ait une vraie démarche, une vraie stratégie. Donc, des fois, même des objectifs qui vont au-delà de ce que les structures envisageaient, en termes de mise à distance, par exemple. Et puis, ce qui est intéressant, c'est ce sentiment de dire, on voit qu'on va tous ensemble passer d'une distance subie à une distance choisie. Alors, la distance subie peut être référence effectivement aux injonctions des appels d'offres, où on dit, vous devrez faire 10%, 20% de distance. Bon, ça, c'était le subi. Comment on va faire? Bon, allez, on va répondre tant bien que mal à la commande. Et là, c'est choisi. On a la volonté, effectivement, d'aller vers de la distance. C'est aussi, on se pose plus la question du pourquoi, mais maintenant, c'est comment on fait. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, bien sûr, on ne peut pas parler de formation à distance sans se poser la question du télétravail pour les formateurs. Et très clairement, que ce soit les directions ou les formateurs, émettent le souhait de développer le télétravail. Donc, soit c'est quelque chose qui va être proposé par les directions elles-mêmes, dire il y aura peut-être 1 jour, 2 jours, 3 jours, je ne sais pas, pour l'instant, les discussions ne font que commencer, on va dire. Soit ce sont les formateurs qui très clairement disent finalement, 1, c'est intéressant, 2, on travaille bien, on arrive à être efficace, on arrive à faire des choses, donc il n'y a pas de raison. Et il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas de la distance, mais qu'on ne fasse pas de la distance pour nous-mêmes aussi. Donc, depuis chez nous, on y a trouvé effectivement des agréments. Il y a bien sûr tout un ensemble de conditions à mettre en place, on le sait bien là-haut. Alors du coup, quelles sont les formations vers lesquelles ils se projettent, quelles sont les formations de demain? Donc, pour septembre, donc c'est le court terme, une bonne partie se projette dans de la formation mixte, dans la perspective, par exemple, de ne pas pouvoir accepter des groupes entiers encore, donc en fonction des conditions sanitaires et de ce qui sera imposé, ils sont en phase d'anticipation. Ils vont systématiser effectivement la multimodalité. Alors, j'ai mis un astérix parce qu'effectivement, il y a que l'université, une des universités que j'ai contactées, qui a dit non, compte tenu des maquettes des diplômes, ce n'est pas envisagé. Donc, on ne passera pas sur de la distance. Donc, soit on adapte l'offre existante, soit on va développer de nouvelles offres. Et on voit bien que là aussi, l'expérience a prouvé que, puisqu'on l'a vécu, on va même anticiper, aller au-delà et pourquoi pas aller chercher une nouvelle clientèle. Pourquoi pas s'en saisir comme d'une opportunité. Puisqu'on va mettre à distance, on va peut-être pouvoir proposer à un public que l'on n'arrivait pas à capter des formations qui vont devenir accessibles sur le plan de l'organisation individuelle. Donc, je dirais que là, on est vraiment à une étape d'après, dans une stratégie qui est au-delà de la stratégie pédagogique. On est sur une stratégie de structure qui veut se développer. Donc, avec une part intégralement à distance. Et puis, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est une réflexion sur l'alternance. Quand j'ouvrais, j'ai démarré un groupe en formation ce matin qui justement était sur la pédagogie de l'alternance. Je disais, c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, il y a un 3e temps de l'alternance. Il y avait 2 temps de l'alternance, en centre et en entreprise. Et aujourd'hui, on voit se dessiner pour les formations d'alternance un 3e temps de l'alternance entre le centre, la distance et l'entreprise. Et la distance, c'est peut-être à la fois de la distance en centre, de la distance chez soi, de la distance en entreprise, mais dans tous les cas, c'est
un temps où l'individu, le stagiaire, sera en autonomie dans tous les cas. Bien, donc les plans d'action prévus, démarches préventives, je l'ai dit, et dans les démarches préventives, ça rejoint ce que nous disaient les formateurs, il va falloir préparer les apprenants à se former à distance, en multimodalité principalement. La mise en place de plans de développement des compétences pour les formateurs, en interne ou avec des structures externes. Alors ça peut être pour ceux qui ont des organisations régionales, ça peut être avec le CARIFOREF, par exemple. Dans des actions plus ciblées, moins des actions de masse. On va aller au plus près effectivement des besoins, avec une consolidation de la place des référents numériques et une évolution des compétences des responsables pédagogiques. Il faut que tout le monde, il n'y a pas que les formateurs, c'est toute l'équipe qui doit monter en compétences sur la multimodalité pour être en capacité de faire du re-engineering des parcours, travailler la modularisation, travailler la multimodalité. Voilà, on réfléchit aussi dans les plans d'action à comment mettre en place du matériel qui serait mis à disposition des apprenants. Pour ceux qui ne sont pas équipés. L'université, alors je crois que c'était le Havre, pour ne pas dire de bêtises, que j'ai questionné, ils ont fait l'acquisition de 100 ordinateurs pour prêter aux étudiants, sur la période, spécifiquement sur la période. C'est quand même notoire. Bien, alors qu'est-ce qu'il leur faut? Parce que pour faire tout ça, il leur faut des moyens. Alors là, il y en a 2 pages. Donc là, il ne faut pas prendre peur. C'est parce que j'ai pas voulu faire de coupe, j'ai pas voulu élaguer, et les demandes étaient suffisamment diverses pour qu'on puisse pas les regrouper dans des thèmes un peu forts, même si bien sûr il y a des choses qui se rejoignent. Développer les échanges. Alors peut-être que c'est le résultat de on continue à former. Dans tous les cas, on peut être sûr que c'est la continuité de l'action de Communautique depuis 10 ans. Il faut continuer à pouvoir échanger entre nous. Et au-delà même de ça, vous voyez, le deuxième point, c'est même pourquoi pas disposer d'expertise partagée. Des consultants qui ne seraient pas un consultant que je paye moi en tant qu'organisme de formation, mais peut-être des consultants qu'on se partage à plusieurs sur des compétences diverses. On a peut-être une maison des consultants dans laquelle on vient piocher, je dis n'importe quoi, mais pourquoi pas. Communautique en tant que rôle mutualisateur aussi sur la mise à disposition d'expertise. Oui, Christophe? Oui, ça me fait penser on revient à une idée qu'on avait eue c'était en 2013-2014, mais qui était peut-être un peu trop avant-gardiste et puis pas assez appuyée sur le terrain. C'était l'idée de la monnaie complémentaire. On s'était dit, tiens, ce serait intéressant de pouvoir monnayer par une monnaie complémentaire en fait tous les échanges qui se font entre organismes de formation. C'est peut-être l'occasion de remettre ça finalement au goût du jour en disant, tiens, il y a quelqu'un qui est venu chez moi, qui a fait une formation chez moi sur je ne sais quoi pendant une journée, et en contrepartie, voilà ce que je pourrais t'apporter, ou apporter un troisième qui pourrait, etc., etc. Ça rejoint le point là que je pointe, qui est avoir un accompagnement extérieur. Alors ça peut être un expert, effectivement, un consultant, mais avoir aussi un regard décalé. Le regard décalé, ça peut être un confrère. Ça peut être un autre formateur, ça peut être un autre référent qui vient et qui dit « Ah bah tiens, tu fais comme ça, tiens, c'est bizarre, j'aurais pas fait ça ». Déjà ça peut effectivement répondre à une partie de la demande. Alors, il y a des questions, bien sûr, liées à des besoins matériels, pouvoir investir sur des solutions techniques plus professionnelles, plus stables, par exemple la visio, parce que WhatsApp, c'est bien, mais voilà, il faudrait quand même que des choses qui permettent de faire véritablement des classes virtuelles et pas simplement utiliser des outils de webconférence ou de discussion vidéo. Pouvoir financer du renouvellement de matériel, pouvoir bien évidemment, ça rejoint la demande des formateurs, fournir un équipement de base aux apprenants qui n'en sont pas dotés, soit via une aide directe ou via une aide à la structure qui gère la mise à disposition. C'est par exemple ce qui va pouvoir se faire dans les CFA avec, je dirais, la directive gouvernementale qui permet aux OPCO de financer du matériel pour les CFA que eux-mêmes ensuite mettront en disposition. Et puis permettre à chacun d'avoir un accès à Internet. Comment est-ce qu'on fait pour ne plus avoir de zone blanche? Et donc ensuite, effectivement, ça passera par du diagnostic, diagnostiquer les apprenants en entrée, former les apprenants en connaissances numériques, ce qui a été évoqué par les formateurs, pouvoir s'appuyer sur un réseau dense, j'ai mis dense entre parenthèses, parce qu'il peut y avoir un réseau, mais il faut que ce réseau soit suffisamment proche du lieu de domicile des apprenants. Suggestion également, peut-être pour ouvrir encore justement ce champ des possibles en matière de PN de tiers-lieux, c'est que les organismes de formation ouvrent leurs portes aux apprenants des autres organismes de formation.
Hein, on n'est plus qu'une grande plateforme dans laquelle on peut tous aller se former. On a des places réservées, on a des points dans lesquels on peut accueillir peut-être les stagiaires du concurrent, peut-être, mais qui dans tous les cas, on trouvera des contreparties à un moment donné. Avoir la capacité d'accompagner les formateurs au plus près, pouvoir développer les compétences en ingénierie. Donc tout ça, c'est l'élévation des compétences des équipes. Disposer de temps homme, par contre, ça c'est revenu à plusieurs reprises. Pour réaliser tout ça, pour réaliser cette ingénierie, pour concevoir des ressources, il faut dégager du temps, pouvoir dégager du temps aux formateurs ou aux référents numériques. Donc il va falloir effectivement trouver des moyens financiers et organisationnels pour dégager du temps, pouvoir faire de l'analyse de pratique, développer les relations avec les entreprises à travers la FEST également. Un souhait d'avoir de la visibilité, parce que c'est bien, on va peut-être investir, mais on ne va pas dire qu'ils souhaitent qu'il y ait à nouveau un Covid tous les ans, mais ils souhaitent avoir plutôt de la visibilité sur, effectivement, par rapport à l'investissement qu'ils vont faire, comment est-ce qu'à travers la commande publique, en l'occurrence, on peut avoir un retour sur investissement. Ce qui suppose aussi sur cette question, qui a été évoquée au moins une fois, peut-être de repenser les modèles économiques de rémunération de la formation. Sortir peut-être de l'heure stagiaire, parce qu'on voit bien que là, on ne peut plus raisonner en heure stagiaire. Est-ce que la notion de forfait va trouver sa place ici? Ce sera peut-être l'étape d'après. Voilà, rapidement dressé, on n'est pas très éloigné, hein, il n'y a pas de discordance forte entre la perception et les projets des formateurs et ceux de leur direction. Certains ont entamé aussi, hein, comme je disais tout à l'heure, des analyses internes, hein, de façon à pouvoir capitaliser sur cette expérience pour basculer dans la construction des formations et des organismes de formation de demain. Annabelle, je vois que tu as mis un commentaire sur la stratégie des digitales et la demande de label. Tu peux prendre la parole pour le dire tout haut? Oui. Oui, puis la conclusion de Jean-Luc, c'est exactement ça. Donc, dans le cadre du label CFA numérique, là, on est dans la saison 2020 et les CFA nous ont présenté leur demande de badge. On est en train de les instruire et on décidera demain. Mais du coup, à la lecture des formulaires, on a vu perler l'effet confinement. Et ça converge vraiment avec ce que vous dites, avec cette montée en compétences incontournable, cette prise de conscience qu'il fallait de la multimodalité, du numérique en appui quasiment dans toutes les activités, d'ailleurs pas que dans la pédagogie, mais aussi sur la gestion, le marketing, etc. Et puis, la prise de conscience générale, la montée en connaissance, le besoin de reconnaissance aussi de l'effort produit. Donc, nous, avec nos petits badges, on va essayer notre label, on va essayer d'apporter un tout petit peu de cette reconnaissance, mais il y a une question quand même là derrière de la capacité qu'ont eu les équipes des OFA à s'adapter, à se mobiliser. Moi, je vous disais l'autre jour, quand on y travaillait ensemble, par rapport à l'EducNat et au lycée, au collège, aux écoles, on a vu ça dans les médias tous les jours. Le côté formation professionnelle, on ne l'a pas vu. Or, je pense qu'il y aurait un transfert de compétences à faire dans l'autre sens, hein, des organismes de formation et d'apprentissage vers peut-être l'EducNat. Donc ça, c'était l'un des aspects. Sinon, oui, sur ce qu'on voit aussi nous dans les badges, alors pour ceux qui demandent pour la première fois les badges, hein, pas ceux qui sont en renouvellement, parce que pour le coup, l'effet que vous disiez tout à l'heure de l'antériorité et de l'organisation structurée du numérique dans le CFA, là, il a joué à plein. Et donc, à part que le travail était énorme à fournir, mais néanmoins, il y avait toute la structuration qui était là et l'organisation interne. Pour les CFA qui présentent des badges sur le numérique pour la première fois, on sent qu'ils étaient, dans leur façon de formuler leurs demandes, ils étaient dans de l'informel, dans une réflexion pour expérimenter des trucs, des outils. Et dans le formulaire, on voit arriver. Et puis, il y a eu le confinement. Et donc là, on comprend mieux ce dont on a besoin, on voit mieux nos formateurs où ils en sont, nos apprenants où ils en sont. Donc on va planifier des trucs. On va planifier des plans de formation, on va planifier des acquisitions. On parlait tout à l'heure des LMS, il y en a qui hésitaient avec certains outils. Bon, on voit qu'ils ont expérimenté des choses et ils vont faire leur choix. Donc, ce que tu disais, Jean-Luc, sur la capitalisation là, qui est en train de se préparer au sein des directions des organismes de formation, sur les CFA, dans les badges, on voit ça qui apparaît.
Et puis moi, l'autre truc que j'ai noté, et on en avait moins avant, alors je ne sais pas si c'est lié au confinement, mais je vous en parlais l'autre jour, c'est le PICS sur les compétences numériques des apprentis, sur la problématique des compétences numériques des apprenants. Et le PICS c'était un outil qui était là, mais un référentiel qui n'était pas encore bien utilisé. Et là, on voit un petit peu plus arriver dans certains formulaires de demande de badge. Donc peut-être que ça peut être un outil qui répond à ce besoin sur le côté compétences numériques apprenants, d'avoir un référentiel sur lequel se raccrocher. Voilà. Merci. Merci Annabelle. Peut-être des remarques ou je vois qu'Amélie, Amélie, tu veux prendre la parole pour parler d'ingénierie FOAD qui en effet n'a un coût non négligeable, on est bien d'accord? Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Très bien. Bonjour à tous. Oui, parce que c'était pour rebondir sur la dernière remarque par rapport à l'ingénierie financière. Enfin, d'ailleurs, j'ai plusieurs remarques par rapport à ce qui a été dit pendant le webinaire. Donc, effectivement, par rapport à l'ingénierie financière, ou en tout cas le coût, l'ingénierie pour proposer de la FOAD a un coût non négligeable. Et souvent, il y a cette, enfin nous en tout cas, ce qu'on regrette, c'est qu'il y a cette, je sais pas si on peut dire cette image ou cette perception que la FOAD coûte moins cher, alors que c'est pas forcément, c'est pas du tout le cas. En ingénierie, c'est un coût non négligeable. Donc ça, c'est pour la petite remarque que j'ai mis dans le chat. Pour rebondir sur les compétences numériques, aujourd'hui, il existe beaucoup de référentiels, peut-être trop de référentiels. Il y a effectivement le PICS, Cléa numérique, TOSA. On a pas mal de choses pour reconnaître les compétences numériques. La problématique qui se pose, en tout cas c'est mon avis, quand on souhaite travailler, si on souhaite en tout cas travailler les compétences numériques dans toutes les filières ou dans toutes les formations, c'est-à-dire pas uniquement spécifiquement dans les formations qui lui sont dédiées, il se pose aussi la question en fait des durées de formation. Parce que nous, en tout cas, c'est souvent ce qui ressort, que pour faire un travail de fond et vraiment accompagner les apprenants, les bénéficiaires, les stagiaires les plus éloignés sur le numérique, ça demande du temps aussi. Voilà ce que je voulais apporter également par rapport à ce qui a été dit précédemment. Et du coup, ça vous amène à les envoyer sur d'autres dispositifs comme le Cap Digital, par exemple, en amont de formation, non? Certains rentrent effectivement sur Cap Digital, mais nous, ce qu'on souhaite effectivement, c'est aujourd'hui proposer en fait alors il y a des choses qui sont déjà faites nous sur le Calif, enfin c'est le cas pour tous les organismes du Calif région. Il y a un module digital. On voudrait que ça aille aller plus loin en fait. Que c'est déjà une première base, une première brique, mais c'est pas suffisant pour certains. Là, on l'a bien vu dans les retours de l'enquête que vous avez. Il y a vraiment des bénéficiaires qui sont très éloignés. Déjà sur l'utilisation, alors on glisse, pour moi, compétences numériques informatiques, c'est pas la même chose, mais déjà sur l'utilisation juste du matériel numérique. Donc il y a vraiment déjà un gros travail en amont à faire sur vraiment les compétences de base. Et ensuite un socle, on va dire, commun qui permettrait à tout à chacun de pouvoir faire des tâches quotidiennes. On voit bien aujourd'hui dans les administrations tout est dématérialisé. Donc déjà avec des personnes qui sont dans la fracture, en fait, cette fracture numérique qu'on essaye de réduire, il y a une volumétrie, on va dire, de travail, en tout cas pour les amener sur un premier niveau de compétence qui est important. Ce serait intéressant peut-être un chantier ou une réflexion que je vais avoir. Je boucle avec ce qu'on avait évoqué sur justement l'assistance, le webinaire sur les assistances techniques et l'intervention qu'on avait eue d'Acto FTT sur la mise en place d'un diagnostic qui était un diagnostic très transversal qui pourrait très bien être un diagnostic commun à toutes les structures pour positionner non seulement les compétences numériques, mais aussi les compétences à se former à distance, y compris les compétences et la capacité, l'environnement. On l'a évoqué tout à l'heure aussi. Est-ce que je suis dans un environnement qui permet effectivement de me former à distance ou pas? On voit aujourd'hui le recours au tiers-lieu, c'est aussi par des personnes qui ont besoin effectivement de sortir effectivement de leur environnement familier pour être dans un environnement plus propice
à l'apprentissage. Et donc, on pourrait avoir une dimension diagnostique et pour boucler sur ce que disait Amélie, il y a effectivement une vraie demande de dire on est conscient qu'il va falloir accompagner les apprenants, quels qu'ils soient, vers un socle de compétences minimum pour être en formation multimodale. Par contre, c'est où est-ce qu'on insère ce socle de compétences? Sur quel volume horaire? Est-ce qu'on doit réduire les volumes existants pour insérer ça dedans? Est-ce qu'on est en capacité de trouver le financement et les heures, hein, c'est pas que le financement, c'est aussi la durée. Est-ce qu'on arrive à mobiliser suffisamment d'heures pour faire passer effectivement ces compétences-là? Et c'est pas quelque chose qui se fait en une demi-journée lors de la journée d'intégration. Hein. Ça, c'est pas suffisant. On est sur quelque chose qui est beaucoup plus sur du moyen terme, hein, sur quelques semaines, voire quelques mois, hein, en fonction du pays. Mais d'où peut-être aussi la réactivation, comme je disais tout à l'heure, du rôle des espaces publics numériques là-dedans. Alors je ne sais pas comment, je ne sais pas surtout avec quel moyen, enfin comment on voit bien, mais avec quels moyens financiers, c'est toujours la question. Mais de ne pas être forcément aussi uniquement sur de la formation formelle. Il y a peut-être des choses aussi il y a peut-être une tranche de population qui a besoin d'aller dans un espace public numérique et puis de s'aguerrir à certaines technos, sur des ateliers, etc., etc. Voilà, mais en dehors du cadre formel de la formation, comme c'est déjà le cas. Mais qui n'est pas organisé, en tout cas où l'envoi n'est pas organisé par les prescripteurs, puisque aujourd'hui, concrètement, nous, régions, nous ne finançons plus du tout les espaces publics numériques, en tout cas jusqu'à maintenant. Mais tout ça, hein, c'est marrant parce que tout à l'heure j'entendais aussi, excuse-moi Jean-Luc, je t'entendais parler d'échanges, en effet, de mutualisation, même d'imaginer qu'il y a une salle qui soit dédiée, pourquoi pas, ou des places qui soient dédiées à des apprenants d'une autre structure, etc. C'est des choses qu'on avait. Moi, quand je suis arrivé en Normandie en 2008, hein, pour organiser des points d'accès à la téléformation, c'est des choses qui étaient envisageables, mais qui avaient qui n'étaient pas du tout à la mode, on va dire, et du coup, les organismes de formation avaient beaucoup de mal à accueillir finalement des personnes d'ailleurs. Peut-être que les mentalités ont changé et que maintenant tout le monde est prêt à le faire en disant je sais qu'il va pas venir, voilà, il vient pas me phagocyter, etc. Peut-être que c'est le genre de choses qu'on va réussir. Pas qu'on va réussir, mais qui serait intelligent de remettre en place. À voir. Moi, je pense que tu parlais d'informel. Je pense qu'on se doit aussi, dans nos réflexions sur l'avenir, de penser justement à d'autres formes que des réponses très formelles, qui seraient par des volumes horaires, par des budgets, par des financements et par des formations très organisées. On a vu chez les formateurs, enfin, on a au moins ce retour chez les formateurs de dire la façon dont ils se sont entraidés pour arriver à surmonter les difficultés. On suppose que chez les apprenants, on a vécu aussi dans des groupes des gens qui se sont aidés les uns les autres au sein d'un même groupe. Moi, je l'ai vécu sur des groupes des formateurs qui étaient en formation, dans le cadre notamment du FNO Formation. Ceux qui étaient les plus aguerris aidaient ceux qui avaient le plus de difficultés. Donc ça se faisait. C'est des apprenants un peu particuliers, mais ça reste des apprenants. Et donc, on peut peut-être aussi imaginer une forme d'entraide, au moins d'imaginer des dispositifs favorisant l'entraide entre les apprenants pour que les compétences ne relèvent pas simplement de quelque chose de très formalisé, relevant de la structure de formation elle-même. Oui. Oui, mais ça donne, c'est vrai que j'ai envie de dire malheureusement cette période, hein, parce que c'est quand même pas une période très heureuse nationalement, enfin même internationalement, pardon. A donné plein de. Voilà, tu te dis, mais finalement, ça bouscule beaucoup de choses. Je me disais, là, ta réflexion, et c'est une réflexion que j'avais pendant le confinement, je disais, mais finalement, les entreprises, d'une manière générale, vont s'enrichir de compétences apprises. Finalement, les gens s'auto-forment sur leur temps perso, le samedi, le dimanche, etc. Mais je suis sûr que si on faisait un état il y a une montée en compétences globale, on l'a vu à travers les petites études Sphinx, hein, en disant finalement ça n'a pas coûté grand-chose. Et est-ce qu'il ne faudrait pas le reconnaître? Moi, j'ai proposé qu'il y ait un fonds d'archives, peut-être de récupérer de l'information là-dessus et qu'on se dise, mais finalement, essayons de prendre un peu de recul aussi avec les années. Peut-être que dans les années, on se dira, tiens, mais regardez comment on réussit, comment des périodes comme ça, dans des périodes comme ça, la débrouillardise fait qu'on arrive en fait à monter en compétences et du coup, peut-être à proposer des offres plus attrayantes derrière, etc., etc. Bon.
D'autres commentaires? On a un petit largement dépassé notre temps, mais on avait plein de choses à dire et il y aurait plein de choses à dire et j'ai envie de dire maintenant tout est à faire. Oui, bah, du coup, on va se servir un petit peu de tout ça, nous, pour imaginer le plan d'action d'après, hein, pour imaginer des choses. On a des réflexions, comme vous le savez, on est en train aussi, alors je fais un petit bond, mais en train de repenser aussi le dispositif de communautique. Alors ça devait prendre un peu moins de temps, mais on va dire qu'on a pris les 3 mois de retard du confinement, hein, puisqu'on avait fait faire une étude. Et tout ça fait partie, je dirais, de la réflexion qu'on a actuellement, peut-être de répartition des rôles à la région, de retour ou de nouveaux services à apporter, etc., via communautique. Voilà. On est en plein dessus et j'espère qu'on aura quelque chose fin juillet à proposer. On devrait. Voilà, bah, écoutez, merci à tous. Merci de votre participation. Pour tous vos apports pendant toute cette période qui nous a été fort utile. Et puis, écoutez, on se tient au courant de toute façon. On a nos mails, on a un numéro de téléphone, on peut s'appeler. Et puis, bien sûr, la vidéo sera en ligne demain avec le PowerPoint comme d'habitude. Et puis, je vous enverrai une petite information aussi, voilà, sur... on est en train de monter des choses sur l'intelligence artificielle et je me dis qu'il y a peut-être des choses aussi, des petits projets qui pourraient vous intéresser là-dessus, sur lesquels vous pourriez peut-être intervenir. Je vous enverrai de l'information là-dessus, on va dire d'ici une petite semaine. Merci à toutes et à tous. Merci Jean-Luc et à bientôt. Merci, Bravo, continuez à former. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.